Bienvenue dans l'un des endroits les plus mystérieux et inexplorés de la planète. Bien, qu'a-t-il donc de si spécial? Il n'y a là que quelques pics glacés et l'immense étendue neigeuse de l'Antarctique. Oui, c'est vrai. Mais il y a aussi un mystère à l'ampleur planétaire. Vous pouvez essayer tant que vous voudrez, vous ne découvrirez pas cette chaîne de montagnes inconnues, un territoire gigantesque et inexploré où aucun humain n'a jamais mis les pieds. Elle se cache en vérité sous une autre couche de montagnes. Un peu comme une poupée russe, mais à l'échelle d'un continent. Ces montagnes conservent les secrets de l'Antarctique. Et ils peuvent nous révéler des choses époustouflantes sur l'histoire de notre planète. Cet immense territoire porte le nom de chaîne Gamburtsev. La couche de glace qui se trouve au-dessus la préserve des phénomènes naturels et de l'action humaine. C'est comme une terre à l'intérieur d'une autre terre. Et elle cache bien plus que des montagnes. On y trouve des vallées, des collines et des plaines. Cette région est similaire aux Alpes, mais malheureusement, nous ne pouvons pas profiter de sa vue. Ces montagnes furent découvertes pour la première fois en 1958 à l'aide d'instruments sismologiques. Plus d'un demi-siècle s'est écoulé depuis. Pourtant, elles restent l'un des objets tectoniques les moins étudiés sur Terre. Pourquoi? À cause de la glace. Il y a énormément de glace. Qui sait, peut-être d'ancestraux artefacts inconnus, y sont-ils enfouis? Et pourquoi pas une ville secrète ou des vaisseaux spatiaux? C'est peu probable, bien sûr. Mais ce serait tout de même intéressant d'aller y jeter un œil. Imaginez des centaines ou même des milliers de kilomètres de terre restés inchangés pendant des centaines de millions d'années. Même si on n'y trouve pas de nouvelles espèces d'animaux ou les vestiges d'une ancienne civilisation, cet endroit a tout de même forcément une histoire. L'histoire de la formation des continents de notre planète. Et les scientifiques ont déjà compris une partie de cette histoire. Ces montagnes enfouies d'Antarctique étaient à l'origine des montagnes ordinaires, mais à la suite d'un événement d'une ampleur inédite, elles se sont simplement... Attendez une minute. Vous êtes-vous déjà demandé comment les chaînes de montagnes se forment? Nous les voyons dans la vie réelle, dans les films, sur Internet, nous les escaladons. Mais comment ont-elles vu le jour? Les montagnes n'ont pourtant pas toujours existé sous cette forme. Elles sont apparues à la suite d'une collision à grande échelle de plaques tectoniques. Deux énormes blocs super solides se déplacent l'un vers l'autre, puis s'écrasent, et boum! Des milliards de tonnes de croûte terrestre commencent à l'élever, à se mélanger et à former des reliefs et des gorges. Et le processus peut durer des millions d'années. Oui, c'est une catastrophe, mais une catastrophe extrêmement lente. Certaines plaques tectoniques sont à ce jour encore prises dans ce processus. Par exemple, l'Himalaya continue de croître, car les plaques indiennes et eurasiennes continuent de s'emboutir. Et ça a commencé il y a environ 50 millions d'années. La chaîne Gamburtsev sous la glace a vécu un événement similaire, seulement ça date d'il y a plus longtemps. Un article du journal Earth and Planetary Science Letters indique qu'elle est apparue lors de la formation du supercontinent Gondwana. Deux immenses morceaux de terre étaient séparés par un océan sans limite. Mais un jour, il y a environ 700 millions d'années, ils sont entrés en collision et ont formé le Gondwana. Ce supercontinent comprenait les territoires de l'Afrique moderne, de l'Amérique du Sud, de l'Australie, de l'Inde et de l'Antarctique. Ces gigantesques morceaux se sont emboutis et ont libéré tout un flot de roches chaudes, partiellement en fusion. Et tout cela a grandi et grandi, formant des montagnes. La température de ces montagnes a augmenté, leur masse s'est accrue, et à un certain moment, le Gondwana est devenu instable. Le supercontinent a commencé à s'effondrer sous son propre poids. Les roches brûlantes sous la surface ont commencé à s'écouler latéralement à la suite d'un processus qui porte le nom d'étalement gravitationnel. Ce fut comme quand vous pressez un tube de dentifrice. Sauf que là, il s'agissait de milliards de tonnes de roches ardentes. Ces antiques montagnes d'Antarctique sont apparues précisément au cours de cet événement catastrophique. Vous venez de visionner la simulation d'événements planétaires qui se sont produits il y a des centaines de millions d'années. C'est bien sûr très intéressant, mais comment les scientifiques ont-ils pu tout reconstituer? Comment ont-ils pu savoir qu'une telle chose avait eu lieu? Si la chaîne Gamburtsev enfouie sous la glace est l'un des lieux les plus inexplorés au monde, comment les chercheurs ont-ils pu découvrir son origine? La réponse est simple. De minuscules particules de roche nous ont renseigné sur l'évolution du paysage de la planète. Il s'agit des zircons.
et les scientifiques les qualifient de véritables capsules temporelles. Ce minéral est très résistant face aux influences mécaniques et chimiques. Il est difficile à écraser. Il n'est pas affecté par l'érosion, et il ne se dissout pas dans l'eau. Et il contient de l'uranium. Cet élément chimique indique l'âge de la roche aux scientifiques. En effet, l'uranium se décompose toujours en plomb à un taux constant. Les chercheurs peuvent donc examiner les quantités d'uranium et de plomb et déterminer l'âge des minéraux avec une grande précision. Si cela vous semble un peu compliqué, voici un exemple simple. Imaginez que chaque chaîne de montagne soit une horloge qui se met à compter le temps à partir du moment de sa formation, c'est-à-dire après la collision des plaques tectoniques. Après la formation de la roche, l'uranium commence sa lente désintégration. Plus le temps passe, plus l'uranium se transforme en plomb. Le taux de cette désintégration est toujours le même. Cette désintégration peut durer des milliards d'années. Moins il y a d'uranium dans les zircons, et plus il y a de plomb, plus la roche est ancienne. Voilà comment ça se passe en pratique. Les géologues prélèvent plusieurs échantillons de roches. Dans un laboratoire, ils les broient pour extraire des zircons cristallins. Les géologues dissolvent ensuite les particules dans de l'acide pour séparer l'uranium du plomb. Puis, ils utilisent un appareil spécial, un spectromètre de masse qui accélère les atomes et les trie. C'est un processus assez compliqué, mais en fin de compte, cet appareil renseigne les scientifiques sur la quantité d'uranium et de plomb. Ils examinent leurs quantités respectives et déterminent l'âge de la roche. Les géologues ont prélevé des zircons dans du grès près de la chaîne Gamburtsev, ont étudié leurs particules, ont observé leur niveau d'uranium et ont calculé la chronologie de la formation des montagnes. Ensuite, ils ont comparé ces données avec l'histoire de notre planète et ont pu savoir que les montagnes enfouies d'Antarctique sont apparues pendant la formation du supercontinent Gondwana. Mais comment ont-ils découvert que ce supercontinent incluait l'Australie, l'Inde et l'Afrique? Le zirconium provenant de ces roches antarctiques s'est avéré très similaire au zirconium de ces pays. C'est-à-dire qu'il y a longtemps, ces trois continents étaient réunis. Ainsi, la chaîne Gamburtsev a commencé à se former il y a environ 650 millions d'années. Il y a environ 580 millions d'années, elle a atteint la hauteur de l'Himalaya. Et 80 millions d'années plus tard, la croûte terrestre est entrée en fusion. Et tandis que la plupart des chaînes de montagnes sur la planète changeaient et s'effondraient, la chaîne Gamburtsev est restée intacte sous la glace. L'eau, le sol, le vent, les tremblements de terre, la gravité et d'autres forces naturelles détruisent les chaînes de montagnes. Ce processus est appelé érosion. Mais les montagnes ensevelies en Antarctique n'ont rien connu de tel. Les basses températures et la calotte glaciaire qui les entoure les ont préservées. C'est l'une des chaînes de montagnes anciennes les mieux conservées de la planète. Très bien, mais pourquoi explorer ces montagnes? Quelle différence cela nous fait-il que le supercontinent Gondwana se soit un jour effondré? Il est possible que des plantes, des corps gelés d'insectes ou des bactéries anciennes aient été préservés sous d'épaisses couches de glace. Et pourquoi pas des animaux anciens? De nombreuses espèces pourraient avoir vécu sur le Gondwana. Étudier ces anciennes montagnes antarctiques peut nous montrer à quoi ressemblait notre planète il y a environ un demi-milliard d'années. Quand l'Antarctique était un continent vert, quelles créatures y vivaient? Qu'est-il arrivé à ces formes de vie? Est-il possible de ressusciter ces animaux anciens après tant d'années? Si les scientifiques ont réussi à calculer la date de l'apparition du supercontinent en utilisant de minuscules particules, alors imaginez ce qu'ils pourraient découvrir en examinant cette chaîne de montagnes cachée. Tout cela semble très intéressant, mais il y a un problème. Pour extraire un petit morceau de ce monde inconnu, il vous faudrait percer au travers d'immenses couches de glace. Il vous faudrait acheminer des équipements extrêmement lourds vers l'un des continents les plus inaccessibles au monde, construire des stations, obtenir une source d'énergie et mener des recherches à grande échelle. Et cela serait incroyablement coûteux. Par conséquent, ce territoire caché restera probablement un mystère pendant encore longtemps. Espérons juste qu'un milliardaire voudra un jour découvrir les secrets de l'Antarctique et y organiser une expédition de grande envergure. Le pôle sud ne se limite pas à des manchots et une étendue infinie de neige. Un monde fantomatique y est enfoui. Observez, il se situe précisément ici sur le globe terrestre. Ne confondez pas l'Antarctique avec l'Arctique, qui se trouve au sommet de nos cartes, est bien plus petit et, disons-le franchement, bien moins énigmatique. La calotte glaciaire de l'Antarctique mesure de 2 à 5 km d'épaisseur, soit l'équivalent de 16 tours Eiffel empilées les unes sur les autres.
Cette immense couche de glace masque les véritables reliefs et contours du sol antarctique. Nos connaissances sur ce continent mystérieux demeurent limitées, en grande partie à cause de l'omniprésence de la glace et de la neige. Nous ignorons encore la forme exacte et les dimensions précises de cette terre. Cartographier l'Antarctique sans outils titanesques est une tâche d'une complexité extrême. Les satellites, toutefois, ont appris à pénétrer la glace grâce à leurs caméras de pointe. Aujourd'hui, nous savons qu'un paysage ancien, colossal et spectaculaire repose sous cette neige, une sorte de fantôme du passé. Il y a environ 90 millions d'années, l'Antarctique était un lieu bien plus chaud. Ce territoire abritait une forêt tropicale luxuriante, riche en espèces végétales et grouillante de vie. Des rivières y coulaient, dessinant un paysage foisonnant. Puis la glace a tout recouvert. Ce bouleversement a eu lieu il y a environ 34 millions d'années, lors de la transition de l'Éocène à l'Oligocène, une période marquée par un refroidissement significatif de notre planète. C'était le début de l'une des nombreuses ères glaciaires. La Terre subsista, mais fut ensevelie sous une couche de glace et de neige de plus en plus épaisse. Pour l'œil non averti, l'Antarctique est devenu un désert blanc, vaste, uniforme et dépourvu de relief. Les millénaires passèrent, et l'épaisse calotte glaciaire continua de se mouvoir, polissant et transformant le sol. Au fil de millions d'années, elle modifia l'apparence du continent. Aujourd'hui, si l'on examinait le sous-sol, il ne subsisterait pratiquement aucun vestige du pôle sud originel, à une exception près. Dans les régions où la glace est exceptionnellement épaisse et presque immobile, comme en Antarctique orientale, elle joue un rôle inverse. Elle agit comme une couverture particulièrement dense qui protège le sol. En temps normal, des facteurs tels que le vent ou la pluie érodent progressivement le sol, modifiant ainsi sa forme au fil des siècles. Cependant, grâce à cette couche de glace protectrice, ces processus naturels ne parviennent pas à atteindre les strates sous-jacentes. Ainsi, le sol est demeuré presque intact pendant des millions d'années, comme s'il avait été figé dans le temps. Cette zone spécifique, située près des bassins subglaciaires d'Aurora et de Schmidt, est désormais surnommée le spectre du paysage antarctique. Cet endroit est resté presque intact depuis qu'il a été recouvert de neige. Il y a 34 millions d'années. Il constitue une empreinte historique unique, capable de révéler l'apparence du sol de l'Antarctique avant qu'il ne devienne ce désert glacé. Lorsque les scientifiques ont exploré l'Antarctique orientale, ils ont mis en évidence un fantôme fascinant. Des traces de rivières anciennes, diverses vallées, de petites îles énigmatiques, ainsi que 3 vastes formations terrestres en forme de U. Mais que signifient-elles exactement? Comme vous le savez, les continents de notre planète sont en mouvement constant, glissant sur un manteau de lave en fusion, comme des céréales dans un bol de lait. Au fil des époques géologiques, ils se sont rassemblés et séparés à maintes reprises. Il y a plusieurs centaines de millions d'années, un supercontinent nommé Gondwana réunissait plusieurs terres, dont l'Antarctique, qui formait alors une masse unique. Cependant, lorsque le Gondwana s'est fracturé, l'Antarctique a été soumis à de puissantes forces tectoniques. Des fragments de son territoire ont été arrachés les uns des autres et dispersés. C'est ainsi que se sont formés ces grands blocs de terre dissimulés sous l'épaisse couche de glace. Aujourd'hui, les scientifiques souhaitent approfondir l'étude de ce fantôme. Pour cela, ils envisagent de forer la glace, un peu comme on utilise une paille pour atteindre le fond d'un épais milkshake. Cette méthode leur permettra de prélever des échantillons de roches et de sédiments en profondeur, afin d'en apprendre davantage sur l'histoire et le climat de notre planète. L'Antarctique serait le 5e plus grand continent du monde, surpassant l'Europe entière ou l'Australie en taille et rivalisant avec l'ensemble de l'Amérique du Sud. Outre l'Antarctique orientale déjà évoquée, il abrite d'autres régions emblématiques, comme la péninsule antarctique, le pôle Sud, l'Antarctique occidental et la mer de Ross. Ce continent est en quelque sorte un immense terrain gelé, dont les paysages mystérieux et enfouis restent moins explorés que ceux de Mars. Ce que nous savons avec certitude, c'est que sans sa couverture de glace, il révélerait un monde riche en relief, composé de vastes montagnes, de gigantesques canyons et même de volcans en activité. Certains de ces volcans, d'une taille colossale, émergent au-dessus des épaisses couches de neige. Rien qu'en Antarctique occidentale, on en dénombre au moins 138. Bien que seulement 8 ou 9 soient encore actifs aujourd'hui. L'un des volcans les plus fascinants est le mont Erebus, le plus méridional du continent et également le plus élevé, culminant à environ 4000 mètres.
Sous l'épaisse calotte glaciaire, ce géant abrite des cavernes sous-volcaniques d'une beauté exceptionnelle, où les températures sont suffisamment douces pour rester en t-shirt. La péninsule antarctique s'apparente à un assemblage d'îles montagneuses profondément enfouies sous la surface. Elle est composée de roches volcaniques, relativement récentes, faisant partie de l'anneau de feu du Pacifique. Un cercle gigantesque, regroupant des volcans et des zones sismiques autour de l'océan Pacifique. L'Antarctique oriental, quant à lui, représente une région immense, presque aussi vaste que l'Australie. Il s'étend de la côte est du continent jusqu'au pôle sud. Sous ces glaces, on trouve des formations rocheuses extrêmement anciennes, dont certaines se situent dans la zone évoquée plus tôt. Vous savez sans doute que l'Antarctique est presque totalement dépourvu d'humains. Rien d'étonnant à cela, au regard de la température moyenne avoisinant les -43°C. Mais malgré ces conditions extrêmes et la désolation de l'endroit, la vie persiste, et devinez où? Dans les profondeurs de la Terre. En 2017, des chercheurs ont découvert des traces d'ADN d'algues, de mousses, et même de petits animaux inconnus dans de profondes grottes. Cela prouve que, malgré des conditions aussi hostiles, des écosystèmes uniques parviennent à prospérer dans des poches de chaleur isolées sous la neige. Une autre découverte incroyable a eu lieu sous la plateforme de glace de Ross, un écosystème florissant au sein d'une rivière souterraine. Les scientifiques soupçonnaient depuis longtemps que des lacs et rivières d'eau douce pouvaient exister dans le sous-sol antarctique. Un jour, un satellite a détecté une faille, et après avoir décidé de l'explorer, ils ont utilisé une foreuse alimentée par de l'eau chaude pour fondre la glace et s'y engouffrer. À leur arrivée dans ces profondeurs, ils ont plongé une caméra dans l'une de ces rivières cachées. Au début, ils pensaient découvrir simplement des rochers ou des formations similaires. Mais au contraire, ils sont tombés sur des centaines d'amphipodes, de minuscules créatures ressemblant à des crevettes. Les petites créatures se sont immédiatement regroupées autour de l'objectif, obstruant la caméra et empêchant les scientifiques de mener les observations prévues. Cela peut prêter à sourire, mais confirme qu'il existe bel et bien un écosystème au cœur de l'Antarctique. Les chercheurs prévoient désormais de l'explorer en profondeur. Et tout cela n'est là que l'affleurement de ce mystérieux monde souterrain. Sous la neige, ce continent cache également le canyon le plus profond, situé sous le glacier Denman. Bien que la fosse des Mariannes demeure le point le plus profond du globe, il convient de préciser que, géologiquement, elle appartient à la croûte océanique. En 1958, des explorateurs ont mis à jour une vaste chaîne de montagnes enfouies sous la glace, comparable aux Alpes en termes d'altitude. Cette chaîne s'étend sur près de 1200 km, avec des sommets culminant à 2700 mètres d'altitude. Et cette splendeur est ensevelie sous des tonnes de glace. Qui sait ce que nous pourrions encore découvrir ici? L'Antarctique abrite environ 60% de l'eau douce de la planète. Cela signifie qu'une fonte totale de ces glaces aurait des conséquences dramatiques. À titre d'exemple, il existe un glacier apocalyptique, officiellement connu sous le nom de Glacier Thwaites. Ce gigantesque bloc de glace, de la taille de la Floride, est actuellement en train de fondre. Chaque année, cela contribue à une élévation des niveaux marins de 4%. Si ce glacier venait à fondre complètement, le niveau des océans augmenterait de 60 cm. Une hausse qui peut sembler modeste, mais qui serait dévastatrice pour les régions côtières du monde entier. Heureusement, les chercheurs ont constaté que même si sa plateforme glaciaire venait à se désintégrer dans les 50 prochaines années, le glacier lui-même ne disparaîtrait pas aussi vite qu'il le redoutait. Bien qu'il perde encore de la glace à un rythme soutenu, ce processus reste des éponges en forme d'amphores, des méduses d'un autre monde, des vers segmentés hérissés de soie, ainsi que d'imposantes pieuvres figurent parmi les plus récentes découvertes en Antarctique. Ces créatures ont été observées suite au détachement d'un immense iceberg, révélant sous la glace un véritable trésor de vie ancienne. En janvier 2025, un immense bloc de glace baptisé A84, aussi vaste que la ville de Chicago, s'est détaché de la plateforme de glace de George VI, une étendue glacée longue de 450 km, large de 19 à 69 km, et épaisse d'environ 250 mètres. Durant l'été austral, de novembre à fin février, la fonte de surface y donne naissance à de longs lacs sinueux appelés lacs glaciaires rubaniformes, dont le nom reflète la forme étirée. Lorsque l'iceberg s'est éloigné, il a mis à nu une portion du fond marin jusqu'alors jamais observée. Le navire de recherche Falkor 2
naviguaient à proximité, dans la mer de Bellingshausen. Informés du détachement, les scientifiques ont aussitôt modifié leur programme, conscients de l'opportunité rarissime qui s'offrait à eux. Explorer un lieu vierge et insoupçonné, comme si l'on soulevait une pierre dans une forêt pour découvrir la vie dissimulée en dessous. Les chercheurs ont mobilisé un robot sous-marin nommé Subastian pour sonder les abysses durant 8 jours. Ils ont atteint des profondeurs dépassant les 1280 mètres. C'est là qu'ils ont mis au jour un écosystème insoupçonné, d'imposants coraux et de vastes éponges, littéralement peuplés d'organismes marins, un monde tapi sous les glaces. Les chercheurs s'attendaient à détecter quelques formes de vie, mais furent stupéfaits par leur abondance. Ces créatures sous-marines anciennes ne se contentaient pas de survivre. Elles prospéraient depuis des siècles dans ce milieu extrême. Anémones semblables à de petits arbres cotonneux, araignées de mer, poissons des glaces, pieuvres. L'expédition fut retransmise en direct à des scientifiques du monde entier. Et ces vidéos sont désormais accessibles librement. Certaines des créatures découvertes semblent appartenir à des espèces nouvelles, ce qui est particulièrement fascinant. En 2025, il est fort probable que l'Antarctique abrite encore des espèces inconnues, dont certaines pourraient être endémiques à cette région. Cette singularité s'explique par l'isolement extrême du continent, séparé du reste du monde depuis des millions d'années par le courant circumpolaire antarctique, comparable à de vastes douves encerclant un château fort. Même si ces espèces ne s'avéraient pas inédites, les chercheurs ont tout de même identifié des escargots, des vers polychètes munis de soie, de minuscules crabes et autres crevettes, ainsi qu'une rare variété de méduses fantômes, dont l'apparence évoque un monde étranger. Leur nom scientifique, Stygiomedusa gigantea, étant par trop complexe, on l'appellera simplement méduse fantôme géante. Cette dernière est d'une taille impressionnante. Son ombrelle, cette partie ronde en forme de cloche, peut excéder 1 mètre de diamètre. Elle possède également 4 bras traînants, dont chacun peut atteindre 10 mètres, soit la longueur approximative d'un autobus scolaire. Bien que le tout premier spécimen ait été capturé dès 1899, il fallut attendre 60 ans pour reconnaître en cette créature une espèce totalement distincte. La méduse fantôme présente un corps translucide aux reflets violacés, lui conférant une allure spectrale. À la place des tentacules traditionnels, elle possède de longs bras rubanés qui lui permettent d'attraper ses proies et de les acheminer vers sa bouche, située en son centre. Bien que dépourvues de cerveau, ces méduses ont étonné les chercheurs par leur comportement. La méduse fantôme géante semblait mouvoir ses bras avec lenteur et précision, surtout lorsqu'elle traversait d'étroits passages sur le fond marin. Elle paraissait agir avec prudence, de manière presque intentionnelle. Une telle attitude intrigue. Aurait-on affaire à une créature dotée d'une forme de sensibilité? Voilà de quoi susciter le malaise. Les méduses disposent d'un réseau nerveux rudimentaire, mais pas d'un véritable cerveau. Pourtant, les mouvements fluides et contrôlés de la méduse fantôme ont amené les scientifiques à penser qu'elle pourrait être plus intelligente, voire mieux coordonnée que les espèces connues. L'étudier permettrait de mieux comprendre comment des êtres dénués de cerveau peuvent malgré tout explorer, réagir et s'adapter à des environnements aquatiques complexes. Lors de l'exploration des profondeurs antarctiques, l'équipe a fait la rencontre de petites créatures fascinantes appelées polychètes. De nombreuses espèces variées de ces vers évoluent dans les zones extrêmement froides et profondes de l'océan. Leur corps segmenté est orné de minuscules soies disposées le long de leurs flancs, qui leur servent à se déplacer, à percevoir leur environnement et même à se défendre contre les dangers. Un exemple remarquable est l'Eulagiska gigantea, qui habite les eaux glaciales et abyssales, et dont les soies dorées étincelantes lui confèrent une allure particulièrement élégante. Durant leur expédition sous-marine, les chercheurs ont également découvert d'impressionnantes éponges aux formes évoquant de grands vases. Ces organismes, dont la croissance est notoirement lente, doivent leur gigantisme à une présence continue sur place, s'étalant sur plusieurs siècles, voire davantage. La taille considérable de ces éponges révèle que la faune environnante ne s'est pas installée récemment, mais qu'elle forme, depuis des décennies, des communautés marines pérennes et prospères dissimulées sous la glace, attestant d'une vie ancienne et résistante à l'âpreté du milieu. Cette découverte a beaucoup surpris les scientifiques. Dans les études précédentes, ils faisaient descendre des caméras par des trous dans la glace,
ou exploraient des zones d'iceberg longtemps après leur détachement. Et ne voyaient qu'un fond marin nu, presque vide. Mais cette fois-ci, arrivé quelques semaines seulement après le détachement de l'énorme iceberg, l'équipe a découvert ce qui se cachait juste en dessous. Les 14 premiers kilomètres derrière la barrière de glace abritent des écosystèmes riches et animés. Ce milieu sombre, froid et depuis longtemps isolé accueille pourtant de multiples créatures. Cela prouve que la vie peut survivre dans des lieux que l'on croirait bien trop hostiles ou gelés. En revanche, la présence de cette vie sous la glace ne surprend guère. De nombreux animaux vivent en effet dans des environnements sous-marins, sombres et froids. Il est donc naturel qu'ils habitent également sous cette plateforme glaciaire. La glace les dissimule et les protège des perturbations de surface. Ce qui étonne davantage, c'est la diversité des espèces présentes, malgré l'isolement ancien de ce lieu. Ce milieu ressemble en réalité beaucoup au fond marin des régions antarctiques dépourvues de glace. Comment cela peut-il s'expliquer? Habituellement, de minuscules plantes, les phytoplanctons, prolifèrent près de la surface où la lumière solaire pénètre, fournissant la base de la chaîne alimentaire. De petits crustacés formant le krill se nourrissent de ces plantes la nuit avant de plonger pour acheminer nourriture et nutriments au fond marin. Même leurs déchets participent à l'alimentation de la vie abyssale. Or, la présence d'une calotte glaciaire massive bloque la lumière, empêchant la croissance végétale et la descente du krill. Les scientifiques supposaient alors que la vie y serait moindre. Pourtant, ils y ont découvert une abondance surprenante d'organismes. Il semblerait que la nourriture et les nutriments parviennent à s'infiltrer sous la glace, acheminés par des courants sous-marins semblables à des rivières qui coulent sous l'océan. Les chercheurs ont observé des espèces animales particulièrement âgées, ce qui donne à penser que ces courants, issus pour l'essentiel de la fonte des glaciers, assurent un apport suffisant pour maintenir un écosystème équilibré et dynamique. Personne ne peut prédire avec certitude le sort de cette vie abyssale à présent que l'iceberg s'est éloigné. Ces organismes ont vécu sous une couche épaisse et stable de glace pendant une période indéterminée, dans des conditions d'obscurité totale et d'immobilité. Il est évident qu'ils ne sont guère enclins au changement. La disparition de ce toit glacé pourrait dès lors bouleverser profondément leur environnement. L'un des chercheurs a rappelé que la plateforme glaciaire à l'origine de l'iceberg avait reculé d'environ 40 km en un demi-siècle. Ce retrait s'inscrit dans un phénomène plus large. L'Antarctique fond à un rythme croissant, ce qui contribue à l'élévation du niveau des mers à l'échelle planétaire. C'est ce qui confère à cette découverte son importance capitale. L'équipe cherche à comprendre non seulement ce qui se passe à l'instant présent, mais aussi comment cet écosystème dissimulé s'inscrit dans un cadre plus vaste. En étudiant son évolution sur plusieurs décennies, voire davantage, nous pourrions peut-être anticiper ce qui nous attend. N'est-il pas remarquable que la rupture d'une masse de glace puisse livrer de telles révélations? L'un des plus grands cataclysmes que l'humanité ait connu s'est produit il y a environ 74 000 ans, dans la région de l'Indonésie moderne. Il s'agissait de l'éruption du supervolcan du mont Toba. Ce fut par ailleurs la plus grande éruption survenue sur Terre au cours des 2 derniers millions d'années. Même la tragédie de Pompéi, au cours de laquelle le Vésuve a rasé toute la ville, n'était pas d'une telle ampleur. Au moment de l'éruption du Toba, l'humanité s'est trouvée plus proche que jamais de l'extinction. Et le problème ne résidait pas tant dans le volcan lui-même, mais dans les conséquences qui ont fait suite. Certaines études suggèrent que 3 à 10 000 personnes auraient été capables de survivre à la période qui a suivi l'éruption. Pendant la catastrophe, le Toba a rejeté des millions de tonnes de cendres volcaniques et de suie. Ce nuage s'est répandu dans le ciel, masquant le soleil en Inde, en Indonésie et au-dessus de l'océan Indien. Certains chercheurs ont affirmé que le monde a alors été plongé dans un hiver volcanique long de plusieurs décennies. Jette un coup d'œil par la fenêtre par temps nuageux. Vois-tu comme les nuages gris emplissent le ciel ? Mais ces nuages laissent tout de même passer la lumière du soleil. Ce fut bien pire pendant l'éruption du Toba, car le dioxyde de soufre contenu dans les cendres volcaniques reflétait au loin la lumière de notre astre. La poussière et les cendres ne se sont pas déposées avant longtemps. Peut-être ont-elles volé à travers toute la planète, provoquant la disparition de nombreux êtres vivants. Nombre de plantes n'ont pas pu survivre en raison du manque de lumière solaire. De plus, la température de la Terre a baissé de plusieurs degrés, ce qui a entraîné de nouvelles catastrophes.
Dans notre monde moderne, la température n'affecte pas tant les habitants des grandes villes. Mais dans la nature, même des changements infimes peuvent entraîner des conséquences désastreuses. Ainsi, les plantes et les insectes sont capables de survivre à la même température pendant des milliers d'années. Mais un coup de froid brutal suffit à les détruire. Cela conduit au fait que la quasi-totalité des animaux ne dispose plus d'assez de nourriture pour alimenter leur progéniture. La population de toute cette faune sauvage se met alors à chuter. Les humains de l'époque survivaient en chassant les herbivores et en cueillant des baies, des fruits et des champignons. Mais l'éruption a anéanti presque tout cela. De plus, le manque de lumière a entraîné des carences en vitamine D, en conséquence de quoi les survivants étaient aussi moroses qu'affamés. Toutefois, certains scientifiques pensent que de nombreuses personnes auraient pu survivre à cette période assez facilement. En particulier celles qui vivaient le long de la côte sud-africaine, car c'est l'océan qui aura le moins pâti de cette catastrophe. Et les tribus qui vivaient au bord de l'eau auront alors pêché de vastes quantités de poissons. Aucune de ces deux théories n'a encore été démontrée, et les chercheurs tentent toujours de dresser un graphique précis du développement humain après cet apocalypse volcanique. Environ 50 000 ans après l'éruption du Toba, lorsque le soleil a enfin percé les nuages gris et que les cendres se sont déposées, la nature et les hommes ont enfin commencé à retrouver leur harmonie d'antan. Mais des températures plus clémentes n'étaient pas prêtes de se produire, car une ère glaciaire avait déjà débuté. Et ce phénomène était beaucoup plus grave, car il a duré plusieurs milliers d'années. La diminution de l'activité solaire et le changement d'orbite de notre planète ont entraîné de fortes baisses de température. Un froid permanent s'est abattu sur la quasi-totalité du globe, obligeant tous les êtres vivants à migrer et à lutter pour leur survie. Des animaux aussi puissants que les mammouths et les tigres à dents de sabre ont été incapables de survivre à l'ère glaciaire. Mais l'Homo sapiens a su s'adapter à ces nouvelles conditions climatiques. Les hommes se sont terrés dans des grottes, ont domestiqué le feu et amélioré leurs techniques de chasse. Ainsi, dans un sens, cette période glaciaire aura rendu l'humanité plus résiliente. Dans notre monde moderne, de telles conditions climatiques peuvent causer de graves problèmes pour l'économie mondiale et générer des crises financières sans précédent. La dernière période comparable à une ère glaciaire s'est produite au début du 19e siècle. Le Tambora, en Indonésie, est entré en éruption et a rejeté dans le ciel des millions de tonnes de roches volcaniques, de cendres et de suie. Les gens qui vivaient sur cette île volcanique ont subi les dommages les plus graves au cours des premières minutes. Mais par la suite, les conséquences de l'éruption ont commencé à se répandre dans le monde entier. Les cendres ont de nouveau masqué la lumière du soleil et entraîné l'une des années les plus froides en Eurasie et en Amérique du Nord. Cette année 1816 est plus connue dans l'histoire comme l'année sans été. Le nuage de cendres a accru l'humidité et abaissé la température dans de nombreuses régions. Au cours de l'été 1816, dans l'hémisphère nord, ce climat froid et humide a détruit les récoltes. Le prix des marchandises a augmenté de façon drastique et les plus précaires ont perdu l'accès à la plupart des denrées alimentaires. La logistique et les transports en ont également souffert. À cette époque, les gens utilisaient encore des chevaux pour se déplacer, et comme l'avoine est également devenue plus chère, beaucoup ont été incapables de nourrir leurs bêtes. Certains pensent que ces circonstances auraient inspiré l'inventeur Carl Drey à créer la première bicyclette au monde. Il existe également une théorie selon laquelle l'éruption du Tambora aurait contribué à l'écriture de Frankenstein. Plusieurs écrivains, dont Byron et Shelley, étaient alors réunis dans une villa en Suisse, où ils ont commencé à écrire des histoires fantastiques. Le temps maussade et la pluie qui tombait sans cesse par la fenêtre auraient inspiré à Mary Shelley l'histoire du docteur Frankenstein et de sa créature. Aujourd'hui, ce volcan est encore actif, mais il ne devrait plus se réveiller. Si cela se reproduisait, néanmoins, serions-nous prêts cette fois-ci? Très probablement. Les conséquences seraient moindres puisque nous disposons de technologies, de grands incubateurs et de serres où nous produisons du bétail, des légumes et des fruits. Bien sûr, l'hiver provoquerait une crise tout au long de l'année, mais nous pourrions facilement y survivre. Dans les années 1930, une autre catastrophe s'est produite aux États-Unis. Mais cette fois, elle a été causée non seulement par la nature, mais également par l'homme. À cette époque, de nombreux pays dépendaient fortement de l'agriculture, à laquelle étaient consacrés de vastes territoires. Les gens s'adonnaient à la culture à outrance. Par conséquent, lorsqu'une grave sécheresse a débuté, les sols se sont rapidement épuisés.
Les terrains ont commencé à manquer des nutriments nécessaires à la croissance du blé et du maïs. Et c'est ainsi que les strates supérieures du sol se sont transformées en une fine poussière. Ensuite, des vents d'ouest en est ont frappé des États tels que le Colorado, le Nebraska, le Texas et l'Oklahoma. Ils ont soulevé la poussière dans les airs et formé d'épais nuages. Cette période est considérée comme la plus difficile de la Grande Dépression, celle du Dust Bowl, qui aura duré 8 ans et forcé de nombreuses personnes à quitter leur maison pour s'installer dans d'autres États. Les tempêtes de poussière sont devenues si fortes qu'elles ont bloqué la lumière du soleil jusqu'à Washington. Des villes entières ont été frappées par des pluies de sable qui ont provoqué des difficultés de respiration. Même les capitaines des navires naviguant dans l'océan Atlantique ont alors constaté la pollution de l'air. De puissants tremblements de terre, des éruptions volcaniques, des inondations, des incendies et des ouragans ont conduit des espèces entières d'animaux à l'extinction. Mais l'homme a toujours survécu aux conditions les plus difficiles. Ne t'inquiète donc pas trop de la prochaine catastrophe mondiale. Les gens s'en sortiront. Du moins, on l'espère. Mais que se passera-t-il si une catastrophe planétaire se produit ? Si une énorme météorite s'abat sur nous, par exemple, ou si notre atmosphère est empoisonnée. Dans ce cas, il vaudrait mieux se trouver une île isolée ou s'envoler vers la Lune. L'essentiel, c'est d'avoir la possibilité de revenir. Après tout, tôt ou tard, l'apocalypse finira bien par s'achever, et la Terre en ressortira probablement comme neuve. Une autre option consisterait à s'abriter dans un bunker souterrain avec de grandes réserves de nourriture et d'oxygène. Environ 8 milliards de personnes vivent de par le monde. Pour que l'humanité prospère à nouveau après l'apocalypse et parvienne à se repeupler, entre 100 et 500 personnes suffirait pourtant. Dans l'histoire de notre planète, il est arrivé que de petites tribus comptant quelques centaines d'individus perdurent pendant des siècles, voire des millénaires. Cependant, pour cela, il faudrait déserter les grandes métropoles. Les grandes villes ne font qu'importer leur nourriture et elles dépendent fortement des champs et des récoltes. Lors d'une catastrophe d'échelle planétaire, personne ne serait plus en mesure d'alimenter les villes. La famine entraînerait un chaos sans nom. Pour survivre, les gens devraient s'échapper des villes et reproduire les pratiques des hommes qui vivaient au début du néolithique. C'était il y a environ 12 000 ans, juste après la fin de la dernière période glaciaire. À cette époque, les individus vivaient séparément au sein de petits villages. La population de L'Antarctique n'a pas toujours été cette étendue glacée et désolée. Autrefois, il débordait de vie. Il y a 56 millions d'années, une créature redoutable rôdait dans ces forêts. Un oiseau carnivore géant. Haut d'environ 2 mètres et aussi lourd qu'un lion, il régnait sans partage. Pendant des millions d'années, nul ne pouvait le menacer. Pourquoi a-t-il disparu ? Et des prédateurs plus grands encore pourraient-ils sommeiller sous la glace ? Des paléontologues ont mis au jour 2 griffes énormes en Antarctique. Acérées, recourbées et puissantes. Elles appartenaient à cet oiseau. Elles ont été extraites des roches de l'île Seymour, datées de l'Yprésien. Ce qui signifie qu'elles ont entre 40 et 50 millions d'années. Leur forme ne laissait aucun doute. Il s'agissait bel et bien des redoutés oiseaux terreurs. Leur nom scientifique est Phorus racidae. Et ils figurent parmi les plus terrifiants prédateurs à avoir jamais foulé le sol terrestre. Incapables de voler, ils n'avaient nul besoin d'ailes. Ils fonçaient à des vitesses folles, tels des cauchemars à plumes surgis du fond des âges. Ces oiseaux ont régné pendant des millions d'années sur l'Amérique du Sud. Et voilà que leur présence est désormais confirmée en Antarctique. Rien d'étonnant, à l'époque, les 2 continents étaient encore reliés, permettant aux espèces animales de circuler entre eux. Ces oiseaux ont donc pu migrer vers le sud et s'adapter à l'ancienne terre antarctique. Ils n'y ont pas seulement survécu, ils y ont prospéré. Puis, soudain, ce prédateur cauchemardesque s'est évanoui. Pourquoi ? Le plus probable, c'est le refroidissement progressif du climat. L'Antarctique entamait alors sa lente transformation en désert gelé. Ses proies devinrent plus rares et le prédateur affamé ne put survivre. Il finit par disparaître, sans laisser la moindre descendance. Les chercheurs espèrent encore découvrir un squelette entier. Ils se demandent aussi si des espèces plus grandes restent à identifier. Peut-être que ces oiseaux ont évolué en une lignée antarctique propre. Mais pour l'instant, tout ce que nous avons, ce sont 2 griffes énormes, inquiétantes et muettes. Beaucoup s'imaginent que l'Antarctique est presque dépourvu de toute vie. C'est complètement faux. Des manchots s'y baladent sans gêne,
Et il ne s'agit pas seulement de petites créatures mignonnes. Autrefois, on y trouvait d'authentiques géants de 2 mètres. De nos jours, les manchots empereurs, plus grands représentants de l'espèce, peuvent y plonger à plus de 550 mètres de profondeur et retenir leur souffle plus de 20 minutes. Il y a environ 38 millions d'années, l'Antarctique abritait de grands manchots aussi hauts que des humains. Les os retrouvés montrent qu'ils avaient de longs becs acérés, parfaits pour capturer poissons et calamars, et en faisaient des prédateurs redoutables. Les poissons de cette région sont eux aussi stupéfiants. Les calamars colossaux, bien plus effrayants que les géants ordinaires, atteignent parfois 12 mètres. Dotés d'énormes becs acérés et d'yeux aussi larges que des assiettes, ce sont de vraies terreurs des profondeurs. Et n'oublions pas les orques. Ces prédateurs au sommet de la chaîne antarctique chassent en meute bien coordonnées, comme des loups marins, traquant phoques, poissons, voire d'immenses baleines. Même de minuscules végétaux comme les mousses, les algues, la canche antarctique ou la sagine réussissent à survivre dans ces conditions extrêmes. Bien d'autres idées fausses circulent au sujet de l'Antarctique. Certains s'imaginent, par exemple, qu'un iceberg dérive aussitôt vers la haute mer dès qu'il se détache d'un glacier. Or, la vérité est bien plus complexe que cela. Tout d'abord, lorsqu'un iceberg se sépare d'un glacier ou d'une plateforme, il se heurte parfois au relief sous-marin et reste coincé au fond pendant plusieurs décennies. Ensuite, il peut se faire happer par des tourbillons puissants et tourner sur lui-même durant des mois. C'est arrivé à l'iceberg A23A. Resté figé durant presque 40 ans, il s'est ensuite retrouvé pris dans un vortex marin pendant 8 mois supplémentaires. Puis, ces déplacements dépendent de multiples facteurs, vent, courant, marée, et même relief du fond marin. Loin de suivre un parcours libre et paisible, les icebergs naviguent au gré d'un enchevêtrement de forces imprévisibles. Et en parlant de glaciers, soulignons une autre rumeur singulière. Certains avancent que nul ne pourrait s'aventurer à plus de 500 km à l'intérieur de l'Antarctique en raison d'un mur de glace infranchissable, du gel du carburant, de vents meurtriers et d'un air irrespirable. C'est absolument faux. L'Antarctique a bel et bien été explorée par des avions, des véhicules, et même par des explorateurs à pied. Une station de recherche permanente se dresse au pôle Sud, où des gens résident tout au long de l'année. Certes, le mur de glace existe. Il s'agit d'une immense falaise glacée dominant l'océan. Mais il ne s'agit nullement d'une muraille secrète. C'est ce qu'on appelle une barrière de glace. Vaste nappe formée lorsque les glaciers s'écoulent lentement vers la mer et s'y répandent. Près des 3/4 du littoral antarctique sont bordés de ces structures, qui ne forment pourtant pas un anneau continu autour du globe. L'Antarctique demeure un environnement parmi les plus hostiles sur Terre, mais nous en avons maîtrisé les défis, et nous continuons d'en approfondir la connaissance chaque année. C'est pourquoi, chaque année, des millions de dollars sont injectés pour faire fonctionner les stations de recherche, protéger les espèces locales et veiller à ce que les chercheurs disposent de tout ce qui leur est nécessaire. Mais où va donc cet argent ? Les stations antarctiques s'apparentent en réalité à de petites cités. On y trouve électricité, chauffage, dispositifs de traitement de l'eau, réserves alimentaires et services médicaux. La plus vaste, celle de McMurdo, compte plus de 1000 personnes en été et dispose d'installations variées, de la caserne de pompiers à la salle de sport. Quant à la station du pôle Sud, enfoncée profondément dans les terres, elle figure parmi les sites les plus complexes à approvisionner. Il faut des avions parcourant des milliers de kilomètres dans un froid extrême pour y acheminer vivres et carburant. Mais les mystères font les délices d'Internet. Lorsqu'une vue de Google Maps a laissé entrevoir ce qui semblait être une gigantesque porte en Antarctique, les théories les plus folles se sont mises à proliférer. Certains évoquèrent la résidence d'été du Bigfoot, une base secrète, ou même un hangar dissimulé pour des vaisseaux dignes de Star Trek. En réalité, l'explication est bien plus banale et moins sensationnelle. Il s'agissait tout simplement d'un iceberg échoué, un bloc de glace coincé dans des eaux peu profondes, en train de fondre lentement. En se déplaçant sur le terrain, la glace contourne les aspérités et façonne des formes parfois étonnantes. Le cycle de fonte, de fragmentation puis de regel façonne parfois la glace en structures insoupçonnées. L'Antarctique est également soumis à des vents catabatiques intenses qui, au fil du temps, sculptent la glace en formations spectaculaires. Hélas, nulle porte secrète à signaler. Puisque nous évoquons les portes, Ushuaia, en Argentine, est depuis des années désignée comme la porte vers l'Antarctique. C'est la dernière étape avant le continent polaire, là où débutent les expéditions. Pourtant, une autre possibilité existe. Punta Arenas, au Chili,
Comparons-les. Ushuaia se situe plus près de l'Antarctique et constitue le principal point de départ des croisières touristiques. Cependant, aucun vol régulier vers le continent glacé, ni de grandes bases scientifiques en activité. L'ensemble est sous contrôle militaire strict, interdisant les vols privés. Seuls les navires commerciaux y sont tolérés. Il est vrai que Punta Arenas est plus éloigné du pôle. Pourtant, 22 nations et organisations internationales y ont établi leur base principale. Des vols réguliers à destination de l'Antarctique y sont opérés chaque année. Les compagnies aériennes privées y sont autorisées, faisant un véritable trait d'union aérien avec le continent. Ushuaia dispose peut-être d'un meilleur emplacement, mais c'est bien Punta Arenas qui mène la danse. L'Argentine a commis une erreur stratégique dans le choix de sa base antarctique. Au lieu d'implanter une structure simple et accessible au niveau de la mer, elle a opté pour la base Marambio, perchée en haute altitude, sur un terrain escarpé, inaccessible par voie terrestre. Tout doit y être acheminé par hélicoptère, ce qui ralentit les opérations et en accroît le coût et la complexité. Pendant un demi-siècle, l'Argentine est restée inflexible sur cette décision, tandis que le Chili développait des installations efficaces et méthodiquement conçues, que tout le monde utilise aujourd'hui. Si rien n'évolue, Ushuaia ne sera bientôt plus qu'une escale touristique. Ce qui inquiète surtout, c'est que l'Antarctique semble renouer avec un lointain passé. Cette région, censée être la plus froide du globe, a récemment connu un phénomène sans précédent. Pour la toute première fois dans l'histoire, la température y a franchi le seuil des 20 degrés Celsius. Ce continent enseveli sous des kilomètres de glace affiche ordinairement des températures pouvant descendre jusqu'à moins 80 degrés. Or, durant l'hiver 2020, les scientifiques ont relevé une chaleur aberrante de 21 degrés sur l'île Seymour, soit davantage que dans bien des régions d'Europe à la même période. Les chercheurs avancent plusieurs explications. D'une part, des modifications dans la circulation thermique des eaux océaniques, d'autre part, la fonte du permafrost sous l'effet du réchauffement global. Tout semble indiquer que le climat évolue à un rythme bien plus rapide que prévu. C'est le premier jour de ton voyage tant attendu dans la forêt amazonienne. Tu as pris l'avion jusqu'en Amérique du Sud. Plus précisément, tu as atterri dans la ville de Manaus, située au cœur de l'Amazonie brésilienne. Jusqu'à présent, tu as voyagé en avion, en voiture et maintenant sur l'eau. Tu es sur un petit bateau qui glisse sur les eaux boueuses du fleuve Amazone. C'est le deuxième plus long fleuve du monde. Il n'est devancé que par le Nil en Égypte. L'Amazonie s'étend sur une superficie impressionnante de 7000 km², commençant au Pérou et ne se terminant que lorsqu'elle rencontre l'océan Atlantique au large des côtes du Brésil. Pour voir la forêt de plus près, tu décides de commencer par l'explorer en bateau. Tout d'abord, tu vois des piranhas en train de pêcher. Tu peux même essayer d'en attraper un toi-même si tu veux. Comme tu le sais peut-être, les piranhas sont des poissons carnivores. Donc, te baigner dans ce fleuve n'est peut-être pas la meilleure idée. L'une des espèces d'alligators les plus emblématiques présentes dans le bassin de l'Amazone est le caïman à museau large. Il ressemble beaucoup à un alligator ordinaire, à l'exception du fait qu'il a un menton jaune. Ton guide quitte le bateau et fouille l'eau pour te montrer un caïman de près. Il te parle aussi d'une créature légendaire qui vit dans les eaux sombres du fleuve, le dauphin rose. Par chance, tu as la chance d'apercevoir une famille de ces dauphins montrant leurs nageoires près de ton bateau. Ils ont l'air magiques depuis l'endroit où tu es assis. Tu n'as probablement jamais su que les dauphins pouvaient être roses, n'est-ce pas ? Après quelques instants hypnotiques, tu découvres que la couleur rose des dauphins n'est qu'une illusion. À l'origine, ces animaux sont gris rosé. Mais à cause des couleurs brunes du fleuve, ils ont l'air rose vif quand tu les regardes d'en haut. Ton guide t'explique que le dauphin rose est le personnage central du folklore brésilien. Les locaux croient que les dauphins roses peuvent se transformer en humains et s'introduire dans les villes la nuit. Tu débarques du bateau près de l'une des entrées de la forêt. Tu vas maintenant poursuivre ton voyage à pied. Ton guide te prévient que vous vous apprêtez à vous aventurer sur un terrain très dangereux. L'Amazonie abrite certaines des espèces sauvages les plus effrayantes du monde. Mais ne t'inquiète pas, nous aurons l'occasion d'en voir beaucoup aujourd'hui. Tu t'es préparé bien sûr. Une bombe insecticide, un imperméable et tes yeux perçants. Dans la jungle, il faut être vigilant à tout moment. Tu as peut-être entendu des légendes sur l'anaconda, un serpent qui peut avaler des animaux aussi gros qu'une vache d'un seul coup. Désolé de te faire peur, mais ce ne sont pas que des légendes.
Les reptiles comme celui-ci existent réellement et ils vivent tapis au fin fond de la jungle. Qu'est-ce que c'est juste là, qui se déplace entre les arbres? Est-ce une araignée? La bien nommée mygale Goliath est une araignée monstrueuse. Ses pattes peuvent mesurer jusqu'à 30 cm de long et l'araignée elle-même peut peser environ 170 grammes. Elle est aussi connue comme la reine des tarentules. Tu ne dois pas t'approcher trop près, bien sûr. Elle n'est pas venimeuse pour les humains, mais sa morsure peut sûrement faire mal. La mygale Goliath peut même manger des oiseaux, tant qu'ils sont plus petits qu'elle. Ensuite, tu tombes sur une autre espèce d'araignée qui attire ton attention. Celle-ci est si minuscule que tu ne la vois presque pas. Elle est connue sous le nom d'araignée leurre. Tu vois une de ses créations. Une araignée gigantesque construite par la minuscule araignée Cyclosa afin d'effrayer les grands prédateurs. Aussi étonnant qu'effrayant. Une araignée qui utilise les restes d'autres insectes et des feuilles sèches pour créer l'image d'une grande araignée sur sa toile. Si cela trompe les prédateurs, tant mieux. Mais pour nous, les humains, cette œuvre d'art semble presque attachante. Qui aurait cru qu'il y avait des artistes dans le monde des arachnides? Près d'un petit lac, tu es témoin d'une scène unique. Un grand serpent se faufile lentement vers un lézard qui se repose sur un rocher. Le lézard ne semble pas se rendre compte de la présence du dangereux reptile. Mais juste au moment où le serpent se prépare à attaquer, le lézard fuit à sa manière très particulière. Le lézard dit basilic est célèbre pour sa capacité à marcher sur l'eau, ou plutôt courir sur l'eau. Ce n'est pas une illusion, juste une question d'équilibre. Le petit lézard déplace ses pattes sur l'eau très rapidement, tandis que sa longue queue sert de contrepoids. Si tu t'es déjà demandé à quoi ressemblait l'intérieur d'une grenouille, tu es au bon endroit. Sous tes yeux, il y a une espèce locale rare de grenouille. Elle est connue sous le nom de grenouille de verre. Cette espèce d'amphibien a une sorte de peau transparente qui la rend complètement translucide. En d'autres termes, tu peux voir l'intérieur de la grenouille avec une clarté stupéfiante, comme si tu la mettais sous des rayons X. Tu poursuis ton voyage. Bientôt, tu tombes sur un étang. Flottant sur son eau se trouve probablement le plus grand nénuphar que tu aies jamais vu de ta vie. Ces énormes plantes sont également connues sous le nom de Victoria amazonica. Elles peuvent mesurer jusqu'à 2,5 mètres de diamètre et supporter le poids d'un adulte. Mais il est déconseillé d'essayer de grimper dessus. La faune et la flore sont incroyables ici, mais la forêt elle-même est aussi un spectacle. Il y a plus de 80 000 espèces de plantes et d'arbres qui poussent dans la forêt amazonienne. En fait, on peut trouver pas moins de 10% de toute la faune du monde dans cette jungle. On estime que 400 milliards d'arbres poussent sur la surface gigantesque qu'occupe la forêt. Bien sûr, cet endroit abrite une immense biodiversité. Tu ne pourras pas être témoin de ce phénomène pendant ton voyage. Mais ton guide te parle d'une espèce unique d'arbre qui est célèbre pour être capable de marcher. Oui, tu as bien entendu. Il existe des arbres qui marchent dans la forêt amazonienne. Ils n'ont pas de jambes ni rien de tel, mais ils se déplacent à la recherche de meilleures conditions d'éclairage. La canopée de l'Amazonie est si épaisse que seulement 1% de la lumière du soleil peut atteindre le sol. À cause de cela, certains arbres finissent par recevoir moins de lumière du soleil que d'autres. Les palmiers dits marcheurs semblent s'être adaptés à cette situation. Ils font pousser de nouvelles racines, ce qui les aide à se déplacer de 2,5 à 5 cm par jour. Ils peuvent marcher jusqu'à 20 mètres par an. C'est peut-être ce qui a inspiré J.R.R. Tolkien à créer les Ents, ces êtres arboricoles assez semblables qui errent librement dans les bois. Il n'y a pas que la faune qui habite l'Amazonie. Plus de 30 millions de personnes vivent dans la forêt. Et il y a aussi d'anciennes colonies de peuplement qui, selon les scientifiques, y ont prospéré. Et on ne parle pas de l'Eldorado qui n'est qu'un mythe. En 2018, une étude révolutionnaire a montré que jusqu'à 1 million de personnes ont probablement habité l'Amazonie entre 1250 et 1500 de notre ère. En travaillant aux côtés des populations autochtones, des chercheurs de l'Université de Floride ont trouvé plusieurs monticules en Amazonie. Outre ces monticules, ils ont aussi découvert des fossés et des géoglyphes intéressants. Après avoir cartographié tous ces monticules, les scientifiques ont compris que c'était le signe d'un ancien peuplement. Ils ont trouvé des vestiges de murs soigneusement conçus, disposés autour de places centrales.
Cela ne peut que signifier que ces anciennes villes étaient grandes et pouvaient accueillir des centaines de milliers d'habitants. Ces découvertes ont ravivé l'idée que l'Amazonie aurait pu abriter des civilisations prospères bien avant que les Européens n'y arrivent. Mais plutôt que des villes baignant dans l'or, il s'agissait simplement de sociétés agricoles bien développées. Nous sommes en Sibérie. Il fait si froid ici que les rafales de vent glacial te brûlent le visage. Toute cette neige blanche semble t'aveugler. Cet endroit ressemble à l'Antarctique à cause du permafrost. Récemment, un groupe de scientifiques a fait des recherches sur l'une des rivières locales. À l'aide d'une foreuse, ils ont extrait plusieurs échantillons de sol gelé. Les chercheurs ont été choqués de trouver des créatures vivantes à l'intérieur de la glace. Plus tard, en laboratoire, ils ont réalisé que les créatures étaient des organismes multicellulaires microscopiques connus sous le nom de rotifères bdelloïdes. Ces créatures ressemblaient à de petits vers. Les scientifiques savaient que ces vers pouvaient vivre dans des conditions de congélation jusqu'à 10 ans. Mais l'âge des rotifères trouvés dans la glace était d'environ 24 000 ans. Et après la décongélation, ils ont commencé à se reproduire, comme s'ils avaient dormi pendant quelques heures et non des milliers d'années. Une analyse plus poussée a montré que ces organismes pouvaient rester congelés pendant des centaines de milliers d'années. Les rotifères pourraient avoir vécu à l'époque où les gens n'avaient pas encore inventé la roue. Et ce n'est pas leur seul super pouvoir. Les rotifères bdelloïdes font partie des animaux les plus résistants à la radioactivité sur Terre. Ils peuvent survivre dans des endroits où il n'y a ni oxygène ni eau. Ils peuvent aussi rester en vie dans des zones à forte acidité et peuvent vivre sans nourriture ni eau pendant longtemps. Ce ne sont d'ailleurs pas les seules créatures connues pour vivre pendant des milliers d'années. Des types particuliers de mousse et certains micro-organismes sont aussi presque immortels. Les nématodes, également appelés vers ronds, font partie des variétés de vers les plus adaptables au monde. Imagine la tour Eiffel qui se dresse haute et fière. Et maintenant, faisons-la 10 fois plus haute et plaçons-la sous terre. C'est exactement à cette profondeur, à plusieurs milliers de mètres sous la surface, que les scientifiques ont découvert ces créatures. Il n'y a pas de lumière solaire et presque pas d'air à cet endroit. Et comme on est beaucoup plus proche du noyau de la Terre que de sa surface, la température y est plus élevée qu'au milieu du désert le plus chaud. Les millions de tonnes de terre qui se trouvent au-dessus créent une pression folle. Mais tout cela n'a pas empêché la vie de s'y développer. Lorsque les vers ronds manquent d'air ou de nourriture, ou lorsque la température devient trop élevée, ils rentrent dans un état unique de stase ou d'hibernation profonde. Dans ce mode, le métabolisme des vers ralentit et presque tous les processus de leur corps s'arrêtent. Les créatures peuvent dormir pendant très longtemps et ne se réveillent que lorsque l'environnement devient plus vivable. D'ailleurs, on n'a pas besoin d'aller si profondément sous terre pour trouver ces créatures. On trouve des nématodes partout dans le monde. Ils peuvent vivre dans des sources chaudes, des déserts, en haute montagne, parmi les glaces dures de l'Antarctique ou à l'intérieur des animaux et des humains. Nos prochaines créatures invulnérables sont les tardigrades, également connus sous le nom d'oursons d'eau. Ce sont des invertébrés microscopiques à 8 pattes, étroitement liés aux arthropodes. Il est impossible de les voir à l'œil nu. Mais un microscope conventionnel te permettra de voir les tardigrades en détail. Ils ressemblent effectivement à de minuscules oursons. On les appelle oursons d'eau car ils ont besoin d'une fine couche d'eau autour de leur corps en permanence. Elle est nécessaire pour éviter la déshydratation. Les tardigrades ont été trouvés dans toutes sortes d'environnements, des profondeurs de l'océan aux dunes de sable. Ils sont incroyablement robustes grâce à la structure unique de leur organisme. Certes, ils ont l'air mous, mais leur corps est recouvert d'une cuticule résistante. Ce revêtement ressemble aux exosquelettes des sauterelles, des mantes et de nombreux autres insectes. Les oursons d'eau se débarrassent de leur ancienne couche de cuticule lorsqu'ils ont besoin de grandir. Chacune de leurs 8 pattes possède 4 à 6 griffes, ce qui les aide à s'agripper à n'importe quelle surface. Les oursons peuvent survivre à une température presque 3 fois plus froide que celle de la glace de l'Antarctique. La chaleur ne leur fait pas peur non plus. Il a été prouvé qu'ils pouvaient survivre à une température d'ébullition de l'eau. De plus, les oursons d'eau n'ont pas peur des radiations ni des hautes pressions. Dans les profondeurs de l'océan, la pression peut détruire les alliages des métaux les plus solides. Mais ces créatures peuvent résister à des pressions 6 fois supérieures. Et le plus impressionnant, c'est qu'ils peuvent vivre dans le vide de l'espace. Notre planète possède un champ magnétique. C'est un bouclier qui nous protège des radiations solaires. Les tardigrades n'ont pas besoin de cette protection. Ils peuvent aller en orbite proche de la Terre et revenir indemnes. Tout cela grâce à une protéine qui protège leur ADN des rayonnements ionisants. Comme d'autres organismes immortels,
Les oursons d'eau peuvent tomber dans un état de cryptobiose. Les tardigrades rentrent leur tête et leurs jambes à l'intérieur de leur corps et s'endorment. Si les conditions environnantes menacent de geler, de se dessécher ou de subir un manque d'oxygène, ils resteront dans cette forme de tonneau jusqu'à ce que la situation s'améliore. Ce sont là des organismes et des microbes microscopiques que l'on ne peut voir qu'au microscope. Mais que penses-tu de quelque chose de plus grand? Voici les Opheridae. Ils vivent dans le sud-ouest des États-Unis et au Mexique. Ces coléoptères ne peuvent pas survivre à des températures élevées, vivre sans oxygène ou dans des conditions de rayonnement accrues. Mais leurs carapaces sont si résistantes qu'elles ne peuvent être entamées qu'avec une perceuse ou un marteau. Leurs exosquelettes durables sont faits d'une substance spéciale, la chitine. On la trouve aussi dans la carapace des crabes et des crevettes. Et encore, la chitine des Opheridae est si durable qu'elle leur permet de résister à l'impact d'une voiture roulant à grande vitesse. En cas de danger, ils peuvent cacher leurs moustaches et leurs solides pattes dans des renfoncements spéciaux de la coquille. Les autres animaux ne peuvent pas mordre à travers la carapace, si bien qu'ils recrachent le coléoptère et partent chercher leur déjeuner ailleurs. Dès que le danger disparaît, la bestiole étire à nouveau ses pattes et vaque à ses occupations. La carapace sauve aussi les coléoptères de la déshydratation, ce qui est très utile dans les régions arides du Mexique et du sud-ouest des États-Unis. À l'intérieur de leur exosquelette, ils peuvent stocker de l'humidité. En d'autres termes, ces insectes peuvent absorber de l'eau dès qu'ils en trouvent et transporter ce liquide à l'intérieur d'eux-mêmes. Nos prochaines créatures sont incroyablement fragiles, mais elles savent comment survivre dans des endroits où presque aucun autre animal ne peut vivre. Rendons-nous dans le sud-est de la Roumanie, près de la mer Noire. Ici, sur une large plaine désolée, tu pourras remarquer la présence d'une fosse. C'est une mine qui s'enfonce profondément dans le sol. L'air à la surface de notre planète contient généralement environ 20% d'oxygène. Mais dans la mine, il n'y en a que 10%. À l'intérieur de la grotte, l'air a également une teneur accrue en sulfure d'hydrogène et en dioxyde de carbone. Les humains ne peuvent pas y respirer sans une bouteille d'oxygène. On peut raisonnablement dire que l'eau et l'air y sont empoisonnés. Presque aucun animal ne pourrait survivre ici. Pourtant, 48 espèces d'organismes vivants ont été trouvées dans cette grotte. 33 d'entre elles sont des espèces nouvellement découvertes. Et ce ne sont pas seulement des microbes ou des bactéries qu'on ne peut pas voir sans microscope. Quelque chose de plus grand vit ici. D'étranges escargots blancs rampent sur les parois des mines. Des crevettes transparentes et un tas de sangsues d'un genre inconnu nagent dans l'eau. Des mille-pattes blancs avec d'énormes moustaches et des araignées blanches effrayantes courent sur le sol. Et ils vivent tous ici depuis presque 5 millions d'années. Tu remarqueras peut-être un scorpion d'eau et une autre espèce non identifiée de cet animal. Ils ne ressemblent pas à ses cousins qui vivent dans les sables chauds ou les forêts tropicales. Aucune créature vivante n'a l'air ordinaire ici. Tous les animaux sont blancs ou transparents. Ils n'ont pas d'yeux, mais sont équipés de longues pattes et de moustaches antennes qui les aident à se repérer dans cet espace sombre. Plus tu t'enfonces dans la grotte, moins l'air contient d'oxygène. Mais le nombre d'organismes vivants augmente. L'air est rempli de méthane et de dioxyde de carbone. Aucun habitant de cette grotte n'a jamais vu la lumière du soleil et n'est jamais sorti de l'obscurité. Il semble impossible de survivre dans de telles conditions où les plantes ne produisent pas d'oxygène. La réponse à la question de leur survie est cachée dans un petit lac. La surface de l'eau est recouverte d'une étrange mousse. Si tu la regardes attentivement, tu peux voir que cette substance blanche est vivante. Elle ressemble à du papier mouillé et doux, facile à déchirer. Cette chose est constituée de milliards d'organismes vivants, des bactéries appelées autotrophes. Il y a beaucoup plus de dioxyde de carbone dans la grotte qu'à l'extérieur. Et ces bactéries, comme les plantes, l'absorbent. Mais elles ne le font pas à l'aide de la photosynthèse, ce qui signifie qu'elles n'ont pas besoin de la lumière du soleil. Elles utilisent l'eau pour la chimiosynthèse. Ce que ces bactéries sécrètent est de la nourriture pour d'autres bactéries. Et ces autres bactéries servent de nourriture à des créatures plus grandes. Ce cycle alimentaire unique n'existe nulle part ailleurs sur la planète. Tu as décollé de la Terre et garé ton vaisseau spatial quelque part près de la Lune. Tu es maintenant à près de 380 000 km de ta planète natale. Cela représente presque 100 fois la largeur des États-Unis. Maintenant, tu sors un marteau géant et un énorme burin en utilisant les bras robotiques de ton vaisseau spatial. Tu places le burin au pôle nord de la Terre et tu frappes sa tête avec le marteau. La Terre s'ouvre comme une coquille d'œuf et tu vois une autre planète. C'est Theia,
Elle se cache à l'intérieur de notre planète comme le jaune dans un œuf. Il faudrait remonter le temps de 4,5 milliards d'années pour découvrir comment elle est arrivée là. Cette magnifique nébuleuse deviendra bientôt notre système solaire. La poussière colorée et les divers débris spatiaux se rapprochent lentement du centre. Bientôt, ce puzzle de débris deviendra trop lourd et trop dense. La température à l'intérieur de la géante augmente à tel point qu'elle déclenchera une réaction nucléaire en chaîne. Une seconde plus tard et boum! Une explosion si puissante que les ondes de choc voyagent loin dans l'espace. Et le flash aveuglant de cette explosion peut être vu de l'autre côté de la Voie lactée. Lorsque la poussière se dissipe un peu, tu peux voir qu'une lumière vive brille encore au centre même de l'explosion. Cette nouvelle étoile est le Soleil. Elle pèse autant que 333 000 terres. Si le Soleil était un seau, il faudrait 1,3 million de planètes de la taille de la Terre pour le remplir. Tu t'intéresses à un petit objet là-bas, à 150 millions de kilomètres du Soleil. Cet amas de roches et de lave chaude, c'est la Terre. En ce moment, la planète est occupée à former son noyau, tandis que les océans de lave se refroidissent progressivement. Mais quelques dizaines de millions d'années après la naissance du Soleil, tu remarques un objet étrange qui se dirige vers la Terre. C'est Theia. Cette petite planète est née à peu près en même temps que la Terre. Et maintenant, elle suit une folle trajectoire en spirale à une vitesse énorme. Les scientifiques pensent que Theia était une sorte de boule avec laquelle Jupiter et Vénus jouaient. Vénus tirait Theia dans une direction, puis sa grande sœur Jupiter la tirait en arrière. Mais le Soleil représente 99,8% de la masse de tout le système solaire. C'est pourquoi l'étoile fixe ses propres règles. Elle fait en sorte que Theia se déplace sur une orbite presque identique à celle de la Terre. Elles se rapprochent donc inévitablement l'une de l'autre jusqu'à devenir voisines. Theia a la taille de Mars et est aussi large que l'océan Atlantique de New York au Portugal. La collision ne peut pas être évitée. Theia se dirige vers la Terre à près de 14 500 km/h, soit 11 fois plus vite que la vitesse du son. Si la plus petite planète s'écrase sur la Terre avec un angle particulier, la Terre sera très probablement anéantie, ainsi que Theia elle-même. La collision provoquera une énorme explosion visible sur d'autres planètes, même en plein jour. Il ne restera rien d'autre que de la poussière et des débris brûlants. Et même si Theia ne touche que légèrement la Terre, elle détruira un morceau de notre planète de la taille de l'Australie. Mais la collision avec Theia se produit à un angle parfait de 45 degrés. Elle percute la Terre à une vitesse phénoménale. L'explosion vaporise littéralement d'énormes quantités de roches et l'onde de choc envoie les débris restants dans l'orbite de la Terre. Un énorme cratère se forme sur le lieu de l'impact. Il se remplit bientôt de lave bouillante. Les restes de Theia et les fragments éjectés de la Terre commencent à graviter autour de notre planète. Selon une certaine théorie, ces fragments forment deux lunes. Au début, elles voyagent ensemble, mais un jour, elles se rapprochent trop l'une de l'autre et entrent en collision, formant un seul grand corps spatial. L'autre théorie affirme que tous les fragments commencent à être tirés par les restes de Theia. Un peu plus tard, ils formeront la Lune telle que nous la connaissons aujourd'hui. Mais à ce moment-là, ce n'est encore que de la roche rougeoyante et de la lave. La collision à cet angle incline légèrement notre planète et accélère sa rotation. C'est à cause de Theia que nous avons des saisons et 24 heures dans une journée. La Terre a des plaques lithosphériques, d'énormes pièces solides qui constituent la croûte de notre planète. Après la collision avec Theia, elle commence à se fissurer et à se briser. Cela conduit le carbone, un composant primaire de toute vie connue sur Terre, à se déplacer sur toute notre planète. La Terre développe donc une sorte de métabolisme. Après quelques centaines de millions d'années, les premières créatures vivantes commencent à apparaître sur notre planète. Pendant près de 4 milliards d'années, de simples organismes unicellulaires ont évolué vers la vie que l'on connaît aujourd'hui. Selon les scientifiques, une telle collision est un événement très rare. La probabilité qu'il y ait quelque part une planète comme la nôtre qui ait survécu à la même catastrophe est extrêmement faible. C'est peut-être la raison pour laquelle nous n'avons pas encore trouvé de traces d'autres civilisations dans l'espace. Pendant ce temps, les restes de Theia sont toujours là, sur Terre. Bien sûr, elle ne ressemble pas à une planète entière coincée dans la nôtre. La plupart des fragments se sont fondus dans la croûte terrestre. Si tu enlèves la couche supérieure de notre planète, tu verras deux énormes boules de lave de la taille de continents entiers. Elles se trouvent juste en dessous de l'Afrique et de l'océan Pacifique. On peut supposer que ce sont les restes de Theia.
Ils ne se sont pas mélangés au manteau terrestre à cause de leur densité différente. C'est un peu comme mélanger de l'eau et de l'huile dans un verre. L'huile flottera toujours au-dessus de l'eau et créera une couche uniforme. Mais si tu faisais remonter ces plaques de lave à la surface, elles seraient 100 fois plus hautes que le mont Everest. D'autres restes de Theia pourraient se trouver sur la Lune. Les missions spatiales Apollo ont rapporté de nombreux échantillons de sol pour les analyser. Les scientifiques ont conclu que la structure de la Lune est très similaire à celle de la Terre. On pourrait forer en profondeur et y prélever des échantillons. Puis on analyserait les blobs depuis la Terre. Si leur structure correspondait, ce serait une preuve totalement fiable que Theia a bien frappé la Terre il y a 4,5 milliards d'années, et que la Lune est née ainsi. Mais pour l'instant, Theia reste quelque peu mystérieuse. Les scientifiques ne sont pas encore sûrs que la planète a réellement existé. Cette idée correspond parfaitement au modèle de création de la Lune, mais en réalité, cette incroyable collision pourrait ne jamais avoir eu lieu. Maintenant, tu voyages à 41 années-lumière de la Terre jusqu'à la planète 55 Cancri E. Elle fait environ 2 fois la taille de la Terre et est 8 fois plus lourde. Tu sors à nouveau ton marteau géant et tu l'utilises pour frapper le burin. La planète se fissure. Et tu vois que c'est un diamant géant. La température de cette planète est des dizaines de fois plus élevée que celle de la Terre. Et son sol est riche en carbone. La chaleur exerce une forte pression sur ce carbone et lui fait changer de structure. D'abord, il se transforme en graphite, puis avec encore un peu de pression, le graphite se transforme en diamant. Sur Terre, les diamants se forment à des profondeurs supérieures à 100 km, où la pression est 50 000 fois supérieure à celle de la surface. Les températures y dépassent les 500 degrés, ce qui est aussi chaud que le feu. Les diamants sont éjectés plus près de la surface lors d'éruptions volcaniques. Pourtant, les gens doivent creuser des mines à 500 mètres de profondeur pour trouver ces magnifiques pierres précieuses. Le diamant du Jubilé d'or est le plus gros diamant taillé et facetté sur Terre. Il pèse autant qu'une tablette de chocolat et à la taille d'un hamster. Son prix est d'environ 12 millions de dollars. Imagine maintenant un diamant de la taille d'une planète entière. Tu décides de retourner dans le système solaire. Ta destination est Europa, la lune de Jupiter. Elle est aussi large que la distance entre Seattle et Houston, et sa masse est inférieure à 1% de la masse de la Terre. Sa surface est entourée d'une croûte glacée d'environ 30 km d'épaisseur. Mais que se passe-t-il si tu fends cette croûte avec ton marteau géant? En réalité, Europa est entièrement recouverte d'eau. Il fait très froid ici, 3 fois plus froid qu'au pôle Nord sur Terre. L'eau se transforme en glace presque instantanément. Mais l'océan sous la surface est toujours liquide. Europa interagit avec Jupiter par gravitation, tout comme la Lune avec la Terre. Cela crée des forces de marée et chauffe le noyau d'Europa. Le noyau fait fondre la glace qui l'entoure. Le résultat est un énorme océan, 2 à 3 fois plus grand que tous les océans de la Terre réunis. Les scientifiques pensent que l'eau est la base de la vie. Cela signifie que la vie pourrait exister sur Europa. Il pourrait y avoir des sources thermales, tout comme au fond de nos océans. L'eau y est probablement beaucoup plus chaude. Et même si la pression et la température dans de tels endroits sont probablement extrêmes, de simples bactéries pourraient y vivre. Europa a presque le même âge que la Terre. Cela signifie qu'il s'est écoulé suffisamment de temps pour que des organismes vivants apparaissent et évoluent. Qui sait, peut-être qu'une civilisation avancée est déjà en train de fleurir sous cette croûte de glace. Ils sont peut-être en train de construire de grandes villes et de rêver de conquérir l'espace en ce moment même. Mais la seule chose que l'on peut faire pour le moment est d'envoyer une sonde sur Europa. Il existe une ouverture énigmatique en plein cœur de l'Antarctique. Certains l'associent à la résidence estivale du Big Foo, à une navette spatiale tout droit sortie de Star Trek, ou encore à un passage vers Agartha, ce royaume légendaire que certains situent au centre de la Terre. Les scientifiques ont réfuté toutes ces spéculations romanesques et ont précisé que cette porte mystérieuse se trouvait dans une étendue de banquise côtière. Jointive au rivage, elle est entourée de petites îles et de hauts fonds. Lorsque la glace s'écoule autour de formations rocheuses enfouies sous la surface, elle peut générer des motifs intrigants mais parfaitement naturels. En ce lieu, la minceur de la glace accentue l'influence des rochers sous-jacents sur son déplacement. De plus, les vents glacés de l'Antarctique sculptent la neige et la glace, formant des lignes et des reliefs qui peuvent prêter à confusion. Cette fameuse porte n'est en réalité qu'une crête rocheuse mise au jour par une fonte partielle de la glace.
Son sommet correspond à l'extrémité d'un affleurement rocheux, tandis que ses parois ne sont que des traces de neige façonnées par des vents violents soufflant dans une direction constante. Il s'agit donc simplement d'un iceberg échoué en pleine fonte. Un YouTuber a repéré un autre élément insolite bien loin des côtes antarctiques. Un navire de glace de 120 mètres de long, à plus de 240 km en mer. Internet s'est aussitôt emballé, certains affirmant que cette épave gelée aurait dérivé jusque-là depuis le triangle des Bermudes. Toutefois, aucune donnée scientifique ne permettait de confirmer qu'il s'agissait d'un navire plutôt que d'un imposant bloc de glace. D'ailleurs, en examinant de nouveau la zone peu après, les internautes ont constaté qu'avec la fonte estivale, l'hypothétique vaisseau avait tout bonnement disparu. Une autre découverte intrigante sur Google Maps en Antarctique concernait une prétendue pyramide. Avant que vous n'imaginiez un scénario fascinant impliquant les anciens Égyptiens et une base secrète enfouie sous la glace, il convient de préciser qu'il ne s'agissait en réalité que d'une montagne. Elle appartient à la plus haute chaîne du continent, les monts Ellsworth, qui s'étendent sur près de 400 km. Ce n'est d'ailleurs pas la première formation rocheuse à avoir été comparée à une pyramide. Au cours de l'expédition antarctique britannique, des explorateurs avaient déjà identifié une pareille montagne et l'avaient baptisée la pyramide. Pourtant, cette dernière ne présentait même pas la silhouette caractéristique d'un tel édifice. Voici une découverte antarctique qui ne manquera pas de vous impressionner. Une immense plateforme glaciaire, celle de Dodson, dont les reliefs ont évoqué aux scientifiques ceux du Grand Canyon. Un robot sous-marin spécialement conçu, nommé RAN, a parcouru près de 1000 km sous la glace et a rapporté des images spectaculaires de montagnes gelées, de vallées, de plateaux et de motifs tourbillonnants entièrement constitués de glace. Parmi les éléments les plus surprenants relevés par RAN figuraient d'énormes cavités en forme de cuvette, atteignant parfois 300 mètres de longueur. Malheureusement, les chercheurs ont fini par perdre la trace du robot. Ils supposent que des phoques de Weddell, intrigués par l'engin, auraient pu le heurter et provoquer son immobilisation. Pour préserver son énergie, RAN aurait alors cessé toute activité, rendant toute récupération impossible. L'équipe espère toutefois concevoir un nouvel appareil afin de poursuivre l'exploration de ce canyon gelé et d'observer l'évolution des motifs formés au fil du temps. Un autre canyon colossal a été mis au jour en Antarctique grâce au mauvais temps. Une équipe de spécialistes en acoustique, contrainte de suspendre ses recherches à la station Casey en raison d'une tempête, a mis à profit ce contretemps pour cartographier le fond marin aux abords du glacier Adams. C'est ainsi qu'ils ont découvert une formation impressionnante. Un canyon atteignant près de 2000 mètres de profondeur, 9000 mètres de largeur et s'étendant sur plus de 45 km depuis le glacier. Lors de cette première exploration, seule une partie du relief a pu être cartographiée avant que l'équipe ne soit contrainte de regagner la station. Toutefois, lorsqu'une nouvelle perturbation a frappé la région, le navire a repris la mer et a permis de compléter l'étude du canyon, malgré des vents violents et des vagues atteignant jusqu'à 4 mètres de hauteur. Grâce à une quinzaine d'heures de collecte de données, la carte du site a pu être finalisée. Avant leur retour en Australie, les chercheurs ont effectué un dernier arrêt pour obtenir une vision d'ensemble du canyon, dont l'analyse contribue à approfondir la compréhension de l'histoire des glaciers ainsi que des interactions entre la calotte glaciaire antarctique et l'océan. Il existe en Antarctique un lac gelé baptisé lac Enigma. Longtemps, on a cru qu'il était entièrement pris dans la glace. Mais au cours d'une expédition menée entre novembre 2019 et janvier 2020, des chercheurs ont découvert, sous son épaisse croûte glacée, une couche d'eau liquide d'environ 12 mètres de profondeur. Afin d'en percer les mystères, ils ont foré la glace et envoyé une caméra explorer ses profondeurs cachées. L'eau du lac, qui proviendrait du glacier voisin par un passage souterrain encore inconnu, abritait une vie microbienne surprenante. De minuscules micro-organismes formaient des tapis biologiques recouvrant le fond du lac, certains étant fins et hérissés, d'autres rappelant des tapis froissés ou même de petites structures arborescentes pouvant atteindre 40 cm. Un grand nombre de ces microbes étaient capables de produire leur propre énergie par photosynthèse, à l'instar des plantes, ce qui conférait au lac une concentration élevée en oxygène. L'une des découvertes les plus remarquables fut l'identification d'une espèce bactérienne généralement présente dans des environnements pauvres en oxygène. Le lac Enigma pourrait ainsi présenter des similitudes avec les conditions régnant sur certaines lunes glacées comme Europe ou Encelade, suggérant que ces astres pourraient également renfermer de l'eau sous leur surface gelée, et, peut-être, une vie microbienne. Une autre découverte en Antarctique concerne de minuscules fragments d'ambre retrouvés dans des roches argileuses.
une première sur ce continent. Les scientifiques ont mis plusieurs années à analyser les fossiles exceptionnellement bien conservés de racines, de pollen et de spores découverts dès 2017. La présence d'ambre constitue une preuve irréfutable qu'une forêt dense et verdoyante, composée d'arbres produisant de la résine, prospérait jadis en Antarctique. Ce paysage luxuriant s'étendait à proximité du pôle sud durant le Crétacé moyen, il y a environ 83 à 92 millions d'années. À cette époque reculée, rassurez-vous, je n'y étais pas, ces arbres devaient endurer plusieurs mois d'obscurité au cours des longs hivers antarctiques. Selon les chercheurs, ils y parvenaient en adoptant une phase de dormance prolongée. Les morceaux d'ambre exhumés, bien que de taille modeste, arborent de magnifiques teintes jaunes et orangées. Leur surface bosselée révèle la manière dont la résine s'est écoulée des arbres, probablement pour se prémunir des insectes. Cette substance a pu traverser les âges grâce à une immersion rapide qui l'a préservée de l'exposition à l'air et à la lumière. Un scientifique examinait des images satellites à la recherche des traînées brunes laissées par les déjections des manchots, lorsqu'il a identifié 4 nouvelles colonies de manchots empereurs aux confins du globe. Il est probable que ces colonies existent depuis plusieurs années déjà, bien que 3 d'entre elles soient relativement petites, chacune comptant moins d'1 millier d'individus reproducteurs. L'une des colonies récemment découvertes se situe non loin de la plateforme de glace de Lazarev, où une colonie plus importante existait autrefois. Les chercheurs pensaient que celle-ci avait disparu en 2019, mais il semblerait que les manchots aient simplement migré légèrement en réponse aux variations de la banquise. L'étude de ces populations pourrait donc permettre de mieux comprendre la manière dont les manchots empereurs s'adaptent aux changements environnementaux. Il y a 40 millions d'années, un immense réseau fluvial traversait l'Antarctique. Les chercheurs en ont trouvé des traces en analysant des sédiments meubles et des roches dures prélevées sur le fond marin gelé. En examinant de minuscules